Bonsoir, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez en direct sur CFD Live et vous aussi, chers téléspectateurs qui nous suivez à partir des télévisions partenaires. Poker reçoit ce soir Madame Claire Bodoni. Elle est l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République française en République du Congo. Madame l'ambassadrice, bonsoir. Bonsoir. Alors, je rappelle que vous avez pris votre fonction à Brazzaville en septembre 2023, une période un peu trouble dans les relations entre la France et le Congo, parce qu'à cette période, le Falcon X du président Denis Sassou Nguesso, donc son avion, est mis aux enchères en France. Vous êtes convoqué au ministère des Affaires étrangères. Quand c'est comme ça, quels sont les genres de propos que vous tenez pour expliquer? Vous savez, lorsque on a des relations qui sont distantes, on n'a pas besoin d'ambassadeurs parce qu'on est dans l'indifférence. Lorsqu'on est des pays amis, on a des petits chocs, comme vous disiez. Vous parlez de période trouble. Je dirais que c'était pas trouble, c'était franc. C'était franc. En plus, un ambassadeur, c'est fait pour ça. C'est-à-dire que ça reçoit, en tant que messager, le mécontentement des autorités qui accueillent l'ambassadeur, et c'est le cas des autorités congolaises qui m'ont accepté. Le président a reçu mes lettres de créance. Donc, on reçoit un message de mécontentement, on le transmet. C'est vrai que c'était à mes débuts, donc c'était une période un peu difficile. Il faut pas le cacher parce que je ne connaissais pas les rouages. C'est subtil, le Congo. Et donc la période de trou d'air, comme je l'appelle, s'agissant d'un avion, est un peu derrière nous. Les explications ont été données. Le dialogue s'est poursuivi, il se poursuit encore sur ce type d'incident qui était lié à cette affaire Comis Simpex, dans laquelle s'inscrivait cette vente du Falcon. Mais aussi dans les explications, on s'entend souvent dire que le gouvernement français ne s'initie pas dans les affaires judiciaires, donc ouvertes en France. Peut-être que vous êtes resté à cette position, c'est pourquoi tout récemment, la première dame du Congo, Madame Antoinette Sassou Nguesso, a fait l'objet d'une convocation en France pour l'affaire dite des biens mal acquis. Tout à fait. Mais là aussi, vous avez été obligé de vous expliquer à la primature, au ministère des Affaires étrangères ici à Brazzaville. Alors, de façon très institutionnelle, c'est au ministère des Affaires étrangères où il y a eu effectivement cette audience demandée par le ministre. Encore une fois, dans l'institution diplomatique, c'est comme ça que ça fonctionne. Et le ministre des Affaires étrangères m'a donc fait part de l'étonnement contrarié des autorités congolaises. Et là, je n'ai pu donner que la seule réponse que peut fournir un fonctionnaire, et donc qui appartient à l'exécutif, c'est que il ne nous appartient pas de juger des affaires en cours. La justice française est indépendante et ce serait une faute grave de ma part que de la commenter. J'ai pour autant reçu évidemment les observations du ministre des Affaires étrangères. Nous avons par ailleurs eu un échange avec le Premier ministre, mais c'était dans un cadre sans doute un petit peu plus global, d'échange sur les différents dossiers qui ne sont pas essentiellement conflictuels. Vous savez, Madame l'ambassadrice, qu'après cette affaire, surtout la perquisition donc du domicile ou de la résidence de la première dame, il y a eu quand même la colère à Brazzaville. Est-ce que vous comprenez un peu la colère de Brazzaville? Il y a eu, à l'occasion de cette affaire, beaucoup de manipulations informationnelles. Il faut quand même relever que quelqu'un, quelque part, a osé contrefaire la signature de votre chef de l'État. Ce n'est pas le chef de l'État qui a tenu ces propos. Mais c'était plutôt une vidéo. C'était une vidéo il y a une vidéo qui était beaucoup plus ancienne, qui a circulé aussi, de 2016. Donc, vous voyez, dans l'information, c'est votre métier, oui. Vous le savez, hein, à quel point c'est facile de manipuler. Et moi, j'entends ce qui a été dit.
Et de la même façon, je ne puis faire autre chose que de recevoir le message, de le transmettre à l'autorité qui est la mienne, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, et de m'abstenir de tout commentaire. Puisque on va rester peut-être dans ce cadre, vous échangez régulièrement avec les autorités congolaises, donc principalement le ministre des Affaires étrangères, qui récemment est passé par Paris au Quai d'Orsay. Je crois qu'ils ont également évoqué ces dossiers. Est-ce que vous avez l'impression, dans la lecture de vos discussions, que le Congo finalement un jour va réclamer tous les dossiers, toutes les affaires qui sont ouvertes à Paris, parce qu'on pense que la justice congolaise est compétente pour juger de toutes ces affaires? À ce stade, ce n'est pas ce que je retiens des échanges. Les ministres des Affaires étrangères ont échangé lors d'un aparté, et il appartient sans doute aux uns et aux autres de s'en ouvrir s'ils le souhaitent. Et là, je dirais la même chose. Il s'agit d'affaires judiciaires, donc que les juges se parlent le cas échéant. Mais c'est certainement pas l'exécutif français qui va instruire un juge. Ce sont des sujets infiniment judiciaires et donc qui se traitera entre juges, s'ils doivent se traiter. Je voudrais aussi revenir sur quelque chose que vous avez dit s'agissant de la perquisition. Là aussi, le mot a été lâché dans une certaine presse. Et on imagine donc évidemment immédiatement le sujet d'une série télé où on met tout sans dessus-dessous. Ça n'a pas du tout été le cas. Les choses se sont passées de façon courtoise à travers les forces de police mandatées par le juge, et il n'a pas été question de chercher qui que ce soit au fin fond d'un appartement. Voilà, donc je voudrais aussi remettre les choses dans un contexte de vérité qui n'a pas toujours présidé à cette affaire. Est-ce qu'il y a toujours une volonté de poursuivre cette enquête? Malgré toutes les explications que vous avez données aux autorités congolaises, la partie française, le juge français que vous ne contrôlez pas, vous pouvez pas donner les instructions, vous, gouvernement français, mais vous avez l'impression qu'ils vont continuer ou bien... Le juge est en charge de son instruction. Il ne prend pas ses ordres d'autres personnes que de lui-même. C'est le principe. Et donc, je serais bien en peine de vous le dire, puisque je ne suis pas dans sa tête. Okay. Alors, Madame l'ambassadrice, entre le Congo et la France, c'est pas seulement des dossiers qui fâchent, vous l'avez dit, il y a également des bons dossiers. Donc, ces relations, cette coopération de beaucoup d'années, mais qui s'est modernisée depuis 65 ans à l'indépendance du Congo. La logique voudrait que le Congo soit votre partenaire d'égal à égal. Vous travaillez certainement pour ça. Est-ce que, au niveau justement de votre partenaire, le Congo, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus entendre parler de l'aide publique au développement, par exemple, financer des projets, mais vraiment avoir un partenariat responsable B2B, gagnant-gagnant. Alors, le sujet de l'évolution entre la coopération, comme on l'appelait, et le partenariat est un long processus. Et ce processus, même si c'est à la mode maintenant de parler de partenariat gagnant-gagnant, j'ai quand même l'impression, dans la façon dont nous avons mené ces opérations ensemble, et notamment à travers l'Agence française de développement, que cette discussion entre partenaires a eu lieu. Vous voyez, quand il a été question d'établir un certain nombre de projets dans le cadre du contrat désendettement développement, le C2D, l'AFD s'est réunie avec les partenaires ministériels congolais et nous avons décidé ensemble quel projet. Et ce n'est jamais l'Agence française de développement qui paye directement le projet. Le projet, il est mis en œuvre par le ministère chef de file. La Corniche, le PAPN, l'assainissement, à Latsémé, à Makelekele, à Pointe-Noire, ce n'est pas l'Agence française de développement qui est à la manœuvre, c'est bien le partenaire, et c'est le partenaire qui décide du déroulement en concertation avec le partenaire financier qui est l'Agence française de développement. Mais voilà, donc ça se faisait déjà avant.
Maintenant, effectivement, ce rapport de gagnant-gagnant est quelque chose qui se dit beaucoup plus, et il faut tracer la voie. Et je pense que chaque partenaire doit pouvoir dire très librement ses attentes. Et je trouve que c'est vraiment une évolution extrêmement intéressante. Est-ce que la France s'accommode quand même aussi à cette pratique de partenariat gagnant-gagnant, vu que le long de l'histoire, vous avez été plutôt dans le financement des projets, c'est vous qui décidez de financer, ou peut-être après avoir discuté avec des communautés, vous décidez de financer, de faire plaisir, on va dire, au gouvernement de Brazzaville. Est-ce que vous vous accommodez aujourd'hui à discuter sereinement du projet avant de trouver les financements? Alors, ouais, il me semble, mais sous votre contrôle et sous le contrôle surtout de vos auditeurs. À qui faisons-nous plaisir lorsque l'on construit la corniche, lorsqu'on fait des projets d'assainissement, lorsqu'on travaille avec le port autonome de Pointe-Noire à son développement? Il ne s'agit pas de faire plaisir, il s'agit de construire avec le partenaire congolais des actifs au sens économique du terme, ou bien des améliorations de leur cadre. Donc, je ne sais pas si on fait plaisir, mais en tout cas, on est très à l'écoute des différents publics. Nous avons aussi un autre public qu'on connaît un peu moins, qui sont les organismes de la société civile avec qui nous travaillons et qui répondent à des appels à projets, voilà, et qui nous proposent, que ce soit dans les campagnes, que ce soit en ville, un certain nombre de lignes de force, de projets que nous soutenons, mais c'est leur projet. Et en tant que partenaire, nous leur disons, on trouve ça intéressant. On sait aussi qu'en économie, notamment dans le commerce, la France demeure un partenaire très stratégique pour le Congo. Mais il y a des concurrents qui arrivent, et principalement la Chine. Quelle est la lecture que vous faites justement? Parce que la Chine s'est arrogée pas mal de parts de marché ici à Brazzaville, même dans le domaine où vous avez été longtemps souverain, comme le pétrole. La Chine y est rentrée. Alors, quelle est la lecture aujourd'hui que vous faites? C'est des bonnes guerres ou bien? Alors, d'une part, la France n'était pas souveraine. La France était peut-être particulièrement majoritaire. Vous discutez avec une diplomate, alors évidemment, oui, les mots ont un sens. Oui, oui. Parce que en fait, c'est la France qui apporte de l'argent dans le pétrole, c'est la France qui apporte la technologie, le matériel et tout. Le Congo attend sa part normalement. Vous êtes souverain? Non, parce que il y a des contrats qui se négocient. Lorsqu'il y a une grande entreprise pétrolière, qu'elle soit chinoise, britannique, française, des négociations très âpres ont lieu avec les autorités locales. Et je rappelle que le ministre des Hydrocarbures est un ancien de l'Institut français du pétrole. Il connaît toutes les ficelles, c'est un grand professionnel et ne craignez rien. Le Congo sait défendre ses intérêts et il a raison. Donc, il ne s'agit pas, dans l'imaginaire peut-être, d'une entreprise française qui vient, qui prend le pétrole et qui s'en va avec son pétrole. Il y a des négociations sur les prix d'achat du pétrole que cette société pétrolière va donc payer aux autorités congolaises. Par ailleurs, oui, c'est vrai, pendant longtemps, on a été vous avez le monopole, oui, très privilégié. Au Congo, de façon générale, peut-être en Afrique, parce qu'on se connaît, parce faire du commerce, c'est pas facile, et on a nous un avantage évident, c'est qu'on parle la même langue. Et il y a des études qui ont été faites. Lorsqu'on parle la même langue, on a 43% de chances de plus de conclure un marché ensemble. Donc cette langue, elle est fondamentale, et c'est aussi ce qui tisse cette relation particulière au continent. Après ces deux bonnes guerres, effectivement, le commerce, c'est le meilleur gagne. Et la Chine, c'est pas récent. Elle est sur le territoire congolais. La Turquie, l'Inde, la Russie, tout le monde est là. C'est normal. Maintenant, l'obligation de la France, c'est de démontrer, comme n'importe quel partenaire commercial, pourquoi il serait plus utile de conclure un marché avec la France qu'avec un autre partenaire. Et notre marque de fabrique, c'est la durabilité et le respect des standards. Alors ça coûte un peu plus cher,
Donc, sur ces exigences, sur ces conditions, vous avez cédé, vous avez perdu un certain part de marché. Je vois la route Brazzaville, Pointe-Noire, Brazzaville, mais aussi d'autres projets tels que la construction des bâtiments. Et là, vous avez perdu un certain nombre de parts de marché. Vous pensez que... Alors, là aussi, sur la route Pointe-Noire, Brazzaville, vous savez, c'est un PPP. Oui. Et dans ce PPP, il y a une entreprise chinoise et il y a un concessionnaire qui est Aegis, qui est une entreprise française. Ouais. Donc, des partenariats comme ça existent aussi. Finalement, au lieu de se mettre frontalement en compétition, on peut aussi proposer un produit complet aux autorités congolaises qui, en l'espèce, ont trouvé que c'était intéressant. Et puis, il y a aussi des marchés qu'on a perdus, mais bien sûr, la lutte pour obtenir les marchés, elle est ouverte. Et les sociétés françaises savent que la donne a un peu changé. Le président Emmanuel Macron, dans l'une de ses déclarations, parlait également de recentrer la coopération économique et commerciale avec l'Afrique. Et là, il mettait un point d'honneur sur les petites et moyennes entreprises, les PME. Et on sait qu'en juin prochain, Brazzaville va accueillir une réunion des patrons francophones. Est-ce que là, on voit la France venir un peu soutenir la jeune entreprise, l'entrepreneuriat? Vous êtes à Brazzaville, vous savez, à tous les jeunes, on parle de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous voyez là aussi une vraie ouverture pour cette jeunesse qui monte à Brazzaville, donc au Congo essentiellement? Alors, vous avez raison de souligner cette réunion extrêmement importante. Ce sera en juin, mais c'est à l'initiative du Nicongo. C'est le Congo à la manœuvre. Et effectivement, cette rencontre des entrepreneurs francophones est extrêmement porteuse. La première a eu lieu à Paris, puis il y a eu Marrakech, maintenant il y a Brazzaville. Je pense que c'est un très bon marqueur du dynamisme et en tout cas de la volonté, de la détermination des entreprises congolaises d'occuper sa place dans le marché francophone. Il s'agit pour la France d'être là. Et il y a eu récemment la visite du président honoraire du MEDEF qui est venu en préparation et qui viendra avec une grande délégation. Et travailler avec les PME, je pense qu'il est extrêmement important et c'est aussi un peu les positionnements que l'on a vis-à-vis de la jeunesse, se positionner sur des matières porteuses. Et c'est vrai que, par exemple, tous les sujets numériques sont l'avenir, enfin c'est déjà le présent. Moi je suis un peu trop âgée pour tout comprendre, mais l'intelligence artificielle va totalement bouleverser nos façons de faire et les jeunes Congolais doivent être là. Et lorsque on a invité une délégation congolaise importante à Paris dans le cadre d'Africatech, Monsieur Misseline Bazi, qui est donc le promoteur d'Osiane, était là avec une délégation. Donc c'est sur ces sujets-là que nous souhaitons accompagner les jeunes entrepreneurs, que ce soit des startups, on est en relation aussi avec des incubateurs parce que ça existe au Congo, et on les soutient, on regarde si on peut les aider à rentrer en contact et nous lancerons d'ailleurs à l'occasion de la REF une plateforme entre les entreprises françaises et congolaises, une plateforme de connexion. Parce que souvent, on ne sait pas. On cherche un partenaire et on ne sait pas comment le trouver. Il y a aussi, la France est très intéressée par les forêts du bassin du Congo, donc elle soutient pratiquement toutes les initiatives qui demandent la gestion rationnelle des ressources dans le bassin du Congo. On le sait tous que la gestion rationnelle peut retarder le développement au Congo, c'est pourquoi on demande des contreparties, mais après à Brazzaville, on ne voit pas que la France fait un peu plus, alors qu'elle devait prendre le lead justement pour des pays francophones. Et donc, pour Brazzaville, qui est également à hauteur, on ne voit pas trop la France s'engager à trouver des financements pour financer des projets au sein du bassin du Congo, les forêts du bassin du Congo. Vous voyez que vous attendez beaucoup de la France encore, non pas comme partenaire, mais comme financeur. Oui, c'est que vous n'encouragez pas trop tous ces accords-là à se réaliser. Mais si. Oui. Je vais vous expliquer comment. Okay. D'une part,
je crois que c'est effectivement important pour vos auditeurs de savoir que grâce à la République du Congo, une résolution extrêmement importante a été adoptée à l'Assemblée générale des Nations unies sur la décennie des Nations unies sur la forestation et le reboisement. C'est une initiative que nous avons soutenue. Ça, la France est là de façon diplomatique dans des couloirs à New York. Vous ne nous voyez pas, mais nous étions là en soutien. Après, sur les sujets que vous mentionnez, qui sont extrêmement marquants pour l'avenir commun, non pas de la planète. La planète, elle va très bien supporter qu'il n'y ait plus d'humanité, mais l'avenir de l'humanité. Plusieurs choses. La première, c'est que le Congo s'est engagé dans ce qu'on appelle en mauvais français le country package. Donc c'est un engagement qui a été pris en marge de la COP à Dubaï pour le Congo de garder 30% d'aires protégées sur son territoire à l'horizon 2030. 2030, c'est demain. Et les autorités congolaises ont décliné la façon d'arriver à cet objectif ambitieux. Et nous sommes là à leur côté. C'est-à-dire que bientôt sera signé avec le Congo un don de 20 millions d'euros pour mettre en œuvre ce plan qui a été déterminé par les autorités congolaises. Il s'agit à la fois de recherche, il s'agit de protection sur le terrain et il s'agit de partage d'informations. Donc oui, nous sommes là. Nous sommes là aussi dans des sujets d'éducation parce que en fait c'est les jeunes qui vont faire le travail que nous n'avons pas fait et qui vont élever une conscience collective quand même très aiguë ici au Congo. Moi j'ai vu quelques jeunes assez impressionnants. Ensuite, je pense qu'il est important de se dire qu'on ne choisit pas l'un contre l'autre. Jamais on ne dira au Congo arrêtez votre développement pour préserver vos forêts. C'est pas comme ça. On ne peut pas le demander. Chaque pays a le droit au développement. En revanche, utiliser cette richesse forestière de façon durable, ça nous pouvons avoir de l'expertise dans le tourisme, dans la promotion de ces forestiers verts. Dont la traçabilité des grumes est établie et qui permettent d'exporter en Europe. Madame l'ambassadrice, on va aborder la dernière partie de notre émission. Elle concerne donc le secteur de l'éducation, l'université Marien-Ngouabi. Mais d'abord, on parle de l'attribution des visas. On a constaté que l'octroi des visas a presque doublé en 2 ans, en 3 ans. C'est quoi l'explication? L'explication vient à une nouvelle organisation. Lorsque je suis venue en septembre 2023, on m'a fait remarquer à juste titre que les conditions d'accueil des demandeurs de visa n'étaient pas appropriées. Et j'en suis totalement convenue. Ces filles-là, le long des murs de l'ambassade n'était pas digne. Donc nous avons mis en place une sous-traitance à travers TLS dans l'immeuble Diamant que tout le monde connaît, qui permet en fait d'ouvrir davantage de guichets. Et nous avons eu la création d'un poste au consulat, d'un instructeur, parce que moi j'insiste beaucoup. TLS récolte le dossier. La décision, elle est prise au consulat. C'est une décision souveraine de l'État français. Donc il n'y a pas de malice dans cela, mais on a des gens qui peuvent recevoir les dossiers parce qu'avant c'était les agents de l'ambassade recevaient les dossiers en même temps qu'ils devaient les traiter. Maintenant, ils sont reçus par un sous-traitant, traités à l'ambassade avec une personne de plus pour ces instructions. Donc ça a permis effectivement d'augmenter significativement le nombre de dossiers. En 2024, on en a délivré plus de 17 000.
Et on pense que le travail n'est pas facile à étudier les dossiers. Il faut vérifier les documents scolaires ou universitaires. Et là, il y a un problème aussi. Vous décelez beaucoup de fausseté. Alors effectivement, on a relevé parmi les dossiers, mais pas seulement étudiants, l'ensemble des dossiers, beaucoup de faux. Et en m'en ouvrant à mes interlocuteurs congolais, je me suis aussi rendu compte que ce n'était pas propre au visa. En fait, c'est un sujet qui concerne l'ensemble des institutions qui se réfèrent à des dossiers, et notamment, il me semble, le recrutement dans la fonction publique. Oui. Donc, je dirais, cette distorsion, elle n'est pas propre à cette relation sur les visas. En revanche, nous avons des bonnes coopérations avec les services de police du Congo. Encore une fois, c'est d'abord le Congo qui est touché par ça. Et nous avons mené ensemble, nous avons fourni les documents et les services de police ont mené des enquêtes qui ont permis des arrestations. Parce que nous sommes dans de la criminalité organisée et extrêmement juteuse, pardon de ce mot un peu familier. Oui. Parce que les gens achètent les documents administratifs, les diplômes et tout ce qui va avec. Et les gens se mettent dans la main avec un peu de crédulité, d'aigres fins qui viennent prétendre que payez-moi le visa et vous aurez le billet pour la France. Un visa, c'est 59 000 CFA. Moi, j'entends dire que certains payent jusqu'à 200, 300 000 CFA et ils n'ont pas le visa. Donc, vraiment que vos auditeurs le comprennent. Ne jamais rien payer à quelqu'un d'autre qu'à TLS. Et si les interlocuteurs à TLS demandent plus, je parle d'un visa de court séjour, c'est 59 000, plus les frais de gestion de 26 000. S'ils demandent plus, il faut immédiatement nous en référer. Nous sommes tolérance zéro sur ce genre de choses, mais à ce stade, on n'a pas eu de remontée de cette nature. Et surtout, faire soi-même son dossier. Par ailleurs, la France accueille également de nombreux étudiants chaque année qui arrivent en France, sur l'ensemble de la France. Est-ce que vous avez des retours parfois sur leur cursus sur place et par rapport à, vous savez que l'université Marine-Ngouabi, c'est parfois difficile aussi, mais lorsqu'ils arrivent en France, est-ce qu'ils s'adaptent facilement au cursus français? Alors, vous mettez le doigt quand même sur un sujet qui est majeur. On a, parmi ces 17 000 visas dont je vous parlais, 2 000 visas étudiants. C'est beaucoup. Les étudiants congolais sont parmi les plus importants en nombre dans les universités françaises. Pour la France, c'est un honneur. Et pour la France, c'est une responsabilité. Donc, effectivement, on fait très attention à faire partir des jeunes qui ont un projet d'études, qu'ils sont prêts à défendre, qu'ils ont travaillé, qui ont un peu cette force de vouloir apprendre avec un objectif et qui ont une force psychologique aussi. Les jeunes, c'est une population fragile et je crois qu'ils ne se rendent pas toujours compte que la France, ils la connaissent pas. Ils la connaissent pas de l'intérieur. Ils connaissent peut-être la Tour Eiffel. Mais les températures négatives en hiver, les nuits très courtes, le fait que maman n'est plus là pour faire à manger, pour faire le linge, et qu'il doit se débrouiller complètement tout seul dans un environnement qui leur est étranger, nécessite une vraie force mentale. Ça aussi, nous le mesurons avant qu'ils partent. Donc c'est fondamental. L'autre chose que nous allons mettre en œuvre, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un déficit, c'est parfois sur le français, de façon un peu étonnante. On parle français. Les Congolais parlent un français remarquable. Mais à l'écrit, c'est pas toujours le cas. Donc nous allons mettre en œuvre avec l'Institut français du Congo des mesures gratuites, des tests gratuits de niveau de français. Et après, si les jeunes le souhaitent, un accompagnement sur
un apprentissage du français écrit. Et l'autre sujet sur lequel les jeunes Congolais doivent être prêts, c'est l'utilisation du numérique. Dans les amphithéâtres, maintenant, les jeunes sont avec des tablettes, les recherches se font sur Internet, il faut une certaine agilité. Et là aussi, je pense qu'on peut porter les futurs étudiants à être agiles sur les outils numériques. Madame l'ambassadrice, pour définitivement quand même terminer sur cette émission, le mois dernier, un activiste panafricain qui est connu, Kenny Seba, est arrivé à Brazzaville pour tenir une conférence sur le franc CFA. On peut imaginer ce qu'il pouvait bien dire sur le franc CFA, puisqu'il a toujours dénoncé la monnaie, le franc CFA, comme étant une monnaie du colon, donc la France. Est-ce que cet épisode, quand même, vous avez suivi avec intérêt? Est-ce que ça vous a intéressé, cet épisode, pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, les ténors? Est-ce que la France était intéressée de suivre ce qui s'est passé? De façon générale, mon travail, c'est de regarder tout ce qui se passe au Congo. Kenny Seba est connu, donc évidemment, je regarde ce qui se passe. Les autorités congolaises ont décidé qu'il ne pouvait pas rester parce qu'il n'a pas été respectueux vis-à-vis des autorités hautes. C'était la totale décision des autorités congolaises, donc j'ai regardé ça avec... Et votre commentaire? Moi, j'ai pas de commentaire à apporter sur les décisions des autorités congolaises. Mais sur le sujet du CFA, vous savez, on n'en parle pas beaucoup. Dans cette zone de l'Afrique, on en a beaucoup plus parlé en Afrique occidentale. Et les choses ont changé. C'est-à-dire que il y a une évidence que si les pays partenaires veulent sortir de la zone CFA, de la zone franc, cette décision est une décision souveraine d'un exercice d'une politique monétaire peut-être individuelle, seule. Il n'y a pas de difficulté. Ce que je relève, c'est que dans la zone UEMOA, il y a eu une évolution de la gouvernance. La France ne fait plus partie du conseil d'administration. Ce n'est pas encore le cas dans la zone CEMAC, mais si la zone CEMAC souhaitait une évolution, on a bien montré qu'on était prêt à évoluer. Je remarque aussi que l'Alliance du Sahel est sortie de la CEDEAO, mais elle est restée dans la zone franc. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il y a nécessairement un accompagnement. Et nous sommes prêts à des accompagnements, mais sortir brutalement, c'est mettre en danger les économies. Donc faisons-le entre partenaires responsables. Si le souhait est mis sur la table, il sera évidemment considéré avec la plus grande attention. Encore une fois, dans l'exercice de la souveraineté monétaire que voudrait récupérer un État. Madame l'ambassadrice, on sait que peut-être jusqu'à l'année prochaine, vous serez encore à Brazzaville et certainement vous allez assister à l'élection présidentielle de 2026. Souvent, les observateurs, les membres de la société civile accusent la France de ne pas trop s'engager dans le processus de démocratie ici au Congo, pas d'observateurs, pas de critique ou de vraiment pas d'observation directe sur le processus électoral. Pourquoi la France a préféré regarder de loin alors que souvent il y a des déclarations que même l'Union européenne vous n'accompagnez plus dans ce genre de choses? La ligne que le partenaire congolais me demande de suivre est un petit peu subtile. Si nous sommes trop devant, le reproche est d'une intrusion inacceptable dans les affaires intérieures du Congo. Si nous sommes trop derrière, on se demande pourquoi nous sommes trop derrière. La ligne est claire. On n'intervient pas dans les affaires intérieures du Congo. Les élections se tiennent. Les observateurs, si certains partenaires veulent en proposer, ils en proposent. Mais du côté de la France, c'est assez clair. Il n'y aura pas de prise de position, comme il y en a peut-être eu par le passé, mais il n'y en a plus. Ce temps est révolu. Le président Macron l'a
souvent redit, c'était la ligne de sa politique lors du discours de Ouagadougou. Et c'est dans cette politique que je m'inscris. Vous attendez donc la fin du processus pour prendre acte? Et bien sûr. Et c'est aux Congolais d'exercer leurs droits. Ce serait le mot de la fin, Madame l'ambassadrice. Nous sommes très heureux de vous avoir reçu à Poker. Chers téléspectateurs, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous recevions Madame Claire Boudoni. Elle est ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République française en République du Congo. Merci et à jeudi prochain. Pour toute participation à l'émission Poker, nous contactez par WhatsApp au 06 661 00 60.